Tout d'abord, tous mes voeux pour la nouvelle année, puisque c'est la première séance de l'année 2014 dans notre cycle de conférences, sous l'égide toujours, bien sûr, de la médiathèque et de l'Académie de l'air et de l'espace. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Sylvie Vauclair, que je pense un certain nombre d'entre vous connaissent déjà, parce qu'elle a déjà eu l'occasion de faire quelques conférences à cet endroit même. Et autre part, beaucoup, j'imagine, aussi la connaissent par peut-être moins par ses travaux scientifiques, mais en tout cas par ses publications de livres assez passionnants sur les découvertes, en particulier en astrophysique. Sylvie était particulièrement bien placée pour nous parler aujourd'hui de la musique des sphères, parce qu'elle s'intéresse beaucoup à un truc qui s'appelle l'astérosismologie. Elle nous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Voilà. Sylvie Vauclair est astrophysicienne. Elle est, je crois, toujours active, parce qu'elle est émérite, mais émérite, ça veut dire qu'on est toujours actif. On est à la retraite, mais toujours actif. Astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, qui s'appelle l'IRAP, à l'Observatoire Midi-Pyrénées, ici à Toulouse. Elle est également professeure émérite à l'Université de Toulouse et membre honoraire de l'Institut universitaire de France. Elle a fait partie, durant sa carrière, de nombreux comités, sociétés savantes. Elle a été également décorée de plusieurs médailles. Voilà, et donc elle a surtout publié dans le domaine scientifique, je crois que c'est plus de 200 papiers. Donc elle a été extrêmement productive. Malgré ça, elle a toujours souhaité faire partager son savoir et ses découvertes à travers justement un certain nombre de livres, soit en collaboration, soit par elle-même. Et en particulier 2 livres. Alors il y en a un qui était de 2009, qui était La Terre, l'espace et l'au-delà. Et puis tout récemment, La nouvelle musique des sphères, parue en 2013 chez Odile Jacob. Voilà, et donc à la fin, je pense que Sylvie Vauclair sera peut-être disponible si vous voulez avoir une dédicace de l'auteur. C'est l'occasion. Voilà, sans plus attendre, je lui laisse la parole. Comme d'habitude, c'est à peu près une présentation qui dure à peu près 1 heure. Et puis à la fin, il y a possibilité de poser des questions, voilà, pendant à peu près 20 minutes, une demi-heure. Voilà la règle du jeu. Sylvie, je vous passe le micro. Merci beaucoup. Eh bien oui, je vais vous parler de la nouvelle musique des sphères. Alors, que se passe-t-il dans le ciel, vous devez vous demander, pour qu'on puisse parler de musique des sphères. Alors, tout d'abord, rassurez-vous, le ciel, la nuit, est toujours silencieux. Si vous allez dans le désert, sous les étoiles, vous avez le silence infini de Blaise Pascal. Cela n'a pas changé. Il n'y a pas de sons qui nous viennent, oui, du ciel, des étoiles ou des galaxies. Ce n'est pas possible, même si quelquefois, dans des articles pour le grand public, on vous dit les astronomes écoutent le ciel. Ce n'est pas vraiment du son qui nous arrive, parce que l'espace entre les étoiles et nous est plus vide que le vide le plus poussé qu'on peut avoir sur la Terre. Il n'est pas complètement vide. Entre les étoiles, vous avez ce qu'on appelle des nébuleuses, des superbes nébuleuses gazeuses, en général très, très colorées. Donc il y a du gaz, essentiellement de l'hydrogène, un petit peu d'hélium et tous les éléments chimiques qui existent. Mais ce gaz est très ténu, extrêmement ténu. Quelques particules au centimètre cube, c'est rien. C'est rien, sauf que comme ces nuages de gaz ont des très grandes dimensions, on peut les voir quand même si c'est très très peu dense. Donc comme le ciel est vide, presque vide entre les étoiles et nous, le son ne peut pas se propager. Vous savez que pour que le son se propage, le son, ce n'est pas comme la lumière. Pour que le son se propage, il faut de la matière. Pour l'instant, vous m'entendez parce qu'il y a de l'air entre vous et moi.
Et quand je parle, mes cordes vocales font vibrer l'air et ces vibrations arrivent au tympan de vos oreilles. Et puis, pas seulement le tympan des oreilles, d'ailleurs, le corps entier vibre avec les sons. Mais il faut de l'air, ou alors, bon, dans certaines conditions, les solides, les liquides peuvent aussi transmettre les sons, mais les sons ne se propagent pas dans le vide, contrairement à la lumière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de parler de musique des sphères? Eh bien voilà, on a découvert récemment, ça fait peut-être une quinzaine d'années, on a découvert, et ça c'est sérieux, c'est la vérité, que les étoiles résonnent comme des caisses de résonance d'instruments de musique. Alors vous allez me dire, ça a l'air contradictoire avec ce que vous venez de nous expliquer. Non, pas du tout. Pas du tout. Les étoiles ont des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme par exemple une caisse de résonance de timbales d'orchestre, je vais vous montrer ça tout à l'heure. C'est le gaz tout entier qui se met en vibration en permanence. Donc les étoiles vibrent, les étoiles ont des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur, mais ces ondes sonores n'en sortent pas. Elles restent à l'intérieur de l'étoile, elles n'en sortent pas, elles ne se propagent pas jusqu'à nous. Donc c'est comme des instruments de musique, tout à fait, les étoiles se comportent comme des instruments de musique, mais c'est du son que nous n'entendons pas. Alors, on peut tout de suite poser plusieurs questions. Si c'est du son que vous n'entendez pas, comment le savez-vous que les étoiles font de la musique? C'est évidemment la première question que les gens nous posent. Eh bien, nous le savons parce que nous le voyons. Alors là, je vais tout de suite vous donner une image que vous allez comprendre. Je pense que c'est simple. C'est l'image, encore une fois, du tambour ou de la timbale d'orchestre, c'est-à-dire une membrane qui vibre. Vous jouez du tambour, vous tapez sur la membrane avec des baguettes ou avec la main, et ça fait vibrer la membrane du tambour. Et ça fait un son qui est amplifié par la boîte, la caisse de résonance qui est en dessous. Donc vous entendez le son. Mais imaginez que vous soyez malentendant, que vous n'entendiez rien du tout, que vous soyez sourd. Et là, vous avez en face de vous un tambour qui vibre. Eh bien, quelqu'un de sourd va être capable de savoir si le tambour fait un son ou pas. Parce qu'il peut être capable de mesurer, de détecter et de mesurer les vibrations de la membrane, même si le son ne lui parvient pas, ou si le son lui parvient, mais si lui-même ne peut pas l'entendre, s'il est dans l'incapacité de l'entendre. Il peut même, la personne sourde, elle peut même étudier le son en détail, c'est-à-dire, avec un instrument électronique, détecter le son fondamental et toutes les harmoniques. La personne est capable de faire ça, même si elle ne l'entend pas avec son oreille. Eh bien, c'est ce que font les astronomes. Les astronomes ont réussi à détecter les vibrations des étoiles grâce à la lumière, grâce aux vibrations de lumière. Les astronomes ont réussi à détecter ces vibrations des étoiles qui sont, on en est sûr, évidemment on le sait par le calcul, on compare les calculs qu'on peut faire sur les étoiles et ce qu'on observe, mais ces vibrations sont dues à des ondes sonores. Donc ce sont des grosses caisses de résonance, un peu comme des boîtes d'un violon par exemple, sauf qu'une étoile n'a pas de paroi. Une caisse de résonance d'instruments de musique sur la Terre, ça a une paroi. C'est de l'air qui est à l'intérieur d'un quelque chose de solide. Alors une étoile, ce n'est pas de l'air, c'est du gaz chaud, essentiellement de l'hydrogène et un peu d'hélium. Comme je disais tout à l'heure, la même chose que dans les nébuleuses à peu près, c'est la même composition chimique. Une étoile n'est évidemment pas dans une boîte, elle n'a pas besoin d'être dans une boîte. Une étoile, c'est ce qu'on appelle une sphère autogravitante. C'est un mot savant, mais qui explique très bien, qui montre très bien ce que ça signifie. Une sphère autogravitante, donc c'est une sphère. Donc il s'agit, je vais revenir sur ce sujet, savoir ce qu'on peut appeler musique ou pas appeler musique, mais en tout cas il s'agit du son des sphères, ça c'est absolument certain. Donc une étoile, c'est une sphère. Elle n'est pas enfermée dans quelque chose parce qu'elle tient toute seule dans l'espace sous l'effet de son propre poids. C'est parce que c'est une très grosse sphère, tellement grosse et massive, que le gaz qui se trouve à la périphérie ne s'en va pas. Il ne s'en va pas, il reste
collée à l'étoile à cause de son propre poids. C'est une sphère autogravitante qui tient toute seule sous l'effet de son propre poids. C'est ça une étoile. Et donc, ces sphères sont capables d'avoir ces vibrations. Alors, c'est quelque chose de très important au point de vue scientifique. Au point de vue scientifique, ça a donné naissance à une nouvelle science. Je dirais que ça a donné naissance à une nouvelle dimension de l'étude des étoiles. Parce qu'on peut avoir beaucoup d'informations sur les étoiles qu'on n'avait pas avant par l'étude de ces ondes sonores. De ces ondes sonores qu'on détecte par leur variation de lumière, mais c'est quand même des ondes sonores. Et donc, on peut avoir beaucoup d'informations qu'on n'avait pas auparavant sur les étoiles. Et c'est une nouvelle science qu'on a appelée, comme il a été dit tout à l'heure, l'astérosismologie. Ça, c'est le nom scientifique, l'astérosismologie. Pourquoi astérosismologie? C'est parce que astéro, ça vient du latin aster, qui veut dire étoile. Alors là, j'en profite pour faire une petite leçon de sémantique. Là. Quand on dit astro, par exemple astronomie ou astrophysique, astro, ça vient de astre, ça veut dire astre, astro. Alors que astéro, ça vient de aster. Et donc, quand on dit astéro quelque chose, par exemple astérosismologie, ce n'est pas la sismologie des astres en général, c'est la sismologie des étoiles. Alors que quand on dit astrophysique, eh bien, c'est la physique des astres en général, y compris les planètes, les galaxies, tout ce que vous voulez. Donc, pourquoi astérosismologie? Astéro parce que c'est étoile, et sismologie, c'est parce que ces vibrations des étoiles, on compare ça au tremblement de terre au départ. Enfin, ce n'est pas vraiment une comparaison, mais c'est l'image qui est venue. Parce que donc la Terre tremble, vous le savez, ce n'est pas du tout pour la même raison que les étoiles tremblent, ce n'est pas la même chose. La Terre tremble à cause de ce qui se passe dans ces régions extérieures, les mouvements des plaques tectoniques, etc. Et quand il y a des tremblements de terre, donc ça fait des ondes, il y a des ondes sonores, il y a d'autres types d'ondes, des ondes qui se propagent à l'intérieur de la Terre et qu'on peut étudier ailleurs. Donc en étudiant à un autre endroit, si vous avez un tremblement de terre quelque part sur la Terre, et si vous étudiez le retour des ondes à un autre endroit de la Terre, vous pouvez en déduire des informations sur ce que les ondes ont vu, ont traversé sur leur passage. Et c'est de cette manière-là qu'on connaît bien l'intérieur de la Terre, qu'on sait à quel endroit, à l'intérieur de la Terre, il y a des zones de changement de conditions entre le manteau terrestre, le noyau terrestre, etc. Donc, on fait le même genre de choses, mais avec des techniques totalement différentes pour le Soleil et les étoiles. C'est pour ça qu'on a appelé sismologie. Donc, astérosismologie pour les étoiles, héliosismologie pour le Soleil, parce que c'est un petit peu particulier, le Soleil, et donc on l'a appelé hélio pour Hélios. Donc ça, c'est la partie scientifique. Pour vous donner une idée, pour le Soleil, je vais y revenir avec des images, mais pour le Soleil, maintenant, on connaît l'intérieur du Soleil à 1 pour 1000 près. C'est-à-dire, si vous me demandez quelle est la température, la pression, la densité à un rayon de 250 345 km, eh bien, en principe, je peux vous répondre avec les tables à 1 pour 1000 près. C'est la précision qu'on a sur le Soleil grâce à ces vibrations du Soleil. Parce que donc, le Soleil a, comme les autres étoiles, des vibrations sonores. Donc ça, c'est la partie scientifique. Alors, vous verrez que dans l'exposé, on est allé un petit peu plus loin pour associer l'art et la science. Et puisque les étoiles donnent des sons, chaque étoile a une signature sonore qui lui est propre, eh bien, on peut utiliser ces sons pour faire de la musique. Et c'est ce que j'étais intéressée à faire. Donc, je me suis adressée à un compositeur qui s'appelle Claude Samuel Lévin. Et je lui ai transmis les fréquences réelles détectées par la lumière des étoiles, les fréquences réelles de 12 étoiles. Alors pourquoi 12? C'est parce que ça permettait de faire une jolie gamme. Et à partir de là, il a créé de la musique. Alors il faut dire une chose, c'est que ce sont des étoiles, donc on ne peut pas l'entendre directement. Je crois que je vous l'ai assez bien expliqué. J'insiste beaucoup parce que c'est important, la partie scientifique. On ne peut pas donc l'entendre directement. On le détecte par les vibrations de lumière et on en déduit le son réel de l'étoile.
C'est une chose. Et une autre chose, c'est que ce son est extrêmement grave. Et ça, vous pouvez bien le comprendre aussi si on parle de la musique, parce que vous savez bien qu'un instrument de musique petit joue des notes beaucoup plus aiguës qu'un instrument de musique grand. Par exemple, vous prenez une toute petite flûte qu'on appelle un piccolo, ça joue des sons très aigus, et vous prenez une grande flûte ou bien un saxophone, et vous avez des sons plus graves. Et ça, c'est normal parce que ça dépend des possibilités de longueur d'onde, des ondes sonores. Plus un instrument est grand, plus les longueurs d'onde peuvent être grandes, et ça correspond à des sons graves. Donc vous imaginez des étoiles. Le Soleil, la grosse boule de gaz du Soleil, a 700 000 km de rayon. C'est une étoile, je dirais, banale parmi les autres étoiles, une étoile moyenne. Donc voilà l'ordre de grandeur des rayons des étoiles. Donc vous imaginez que le son, même si on n'a pas ce qu'on entend, je vous expliquerai ça un petit peu plus, ce n'est pas le son fondamental, c'est déjà des harmoniques un peu élevées, mais enfin malgré tout, ce serait beaucoup, même si on pouvait le recevoir, ce serait beaucoup, mais beaucoup trop grave pour l'oreille humaine. Et donc, pour arriver à monter ça dans le domaine audible, il faut le transposer. Alors là, on le transpose comme les musiciens, c'est-à-dire par octave précis. Et donc, il faut transposer de 18 octaves. En transposant de 18 octaves, on se retrouve dans le domaine audible. Donc voilà ce que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail avec ces images. Et alors pourquoi la nouvelle musique des sphères? C'est évidemment parce que ça nous conduit à un clin d'œil sur l'Antiquité, les philosophes grecs du temps de Pythagore et ensuite Aristote et Platon, qui avaient une idée, alors mais totalement différente de ce que je vous explique actuellement, une idée de musique des sphères, ce qu'ils appelaient la musique des sphères. Et c'est très intéressant par rapport à l'évolution des connaissances dans le domaine de l'espace. C'est-à-dire comment, depuis l'Antiquité, ont évolué nos représentations de l'univers dans lequel nous existons, dans lequel se trouve la Terre. Et ces représentations de l'univers, quand on étudie ça un petit peu en détail, on s'aperçoit que ça a été très parallèle à l'évolution des connaissances sur la musique. Il y a un parallèle qui s'est fait à une certaine époque. Ensuite, on voit que ce qui était supposé à l'époque, c'était symbolique. En réalité, ça n'existe pas. Et maintenant, on rebondit sur cette musique des sphères actuelle qui est donc la réalité, puisque ce sont vraiment les résonances des étoiles. Alors, je vais commencer à vous parler... alors oui, ça marche. À vous parler donc de l'ancienne musique des sphères, les débuts de la musique des sphères. Donc, à l'époque de Pythagore et des pythagoriciens, vous avez ici alors là, il faut que je m'habitue à cette chose-là. Voilà. Vous avez ici quelques dates de philosophes de l'Antiquité. Donc, à l'époque, commençons avec les pythagoriciens, puisque tout a commencé avec eux. À cette époque, l'idée était que la Terre était... Oui, merci pour la lumière. À cette époque, l'idée était que la Terre était le centre du monde, la Terre était fixe, et tout ce qu'on voyait dans le ciel tournait autour de la Terre. Donc, tout ce qu'on voyait dans le ciel, c'était d'abord les planètes, mais ce que les gens appelaient les planètes, à l'époque, il y en avait 5 qui étaient visibles à l'œil nu, parmi les planètes qu'on connaît encore actuellement, plus le Soleil et la Lune, qui étaient considérés aussi comme planètes. Et c'est parce que planète, ça veut dire astre errant, astre qui bouge par rapport aux étoiles. Et donc vous savez que quand vous regardez les étoiles le soir, eh bien vous les voyez à des moments différents, mais toujours pareilles les unes par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle les constellations. Mais sur ce fond de constellation, vous avez des astres qui bougent d'une nuit sur l'autre. Et ça, donc, ce sont les planètes. Alors évidemment, au sens large, la Lune et le Soleil aussi bougent par rapport aux étoiles. Donc ces anciens avaient 7 planètes qui comprenaient aussi le Soleil et la Lune. Alors par rapport aux distances à la Terre, c'était dans cet ordre-là. Donc il y avait la Terre qui était là, la Lune, le premier astre était la Lune, ensuite la planète Mercure, ensuite Vénus, ensuite le Soleil. Donc effectivement, on sait maintenant que la Lune, c'est le satellite de la Terre et que Mercure et Vénus sont effectivement entre la Terre et le Soleil.
Mais donc tout ça tournait autour de la Terre. Ensuite, il y avait le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne. Et après, la sphère des étoiles, le firmament, qui était aussi supposé tourner autour de la Terre. Et puis après, c'était le règne divin. Donc ça, c'était l'image qu'il y avait à l'époque de Pythagore du ciel. Et il y avait un état d'esprit de volonté d'harmonie, l'harmonie du monde. C'était l'harmonie du monde, c'est-à-dire que ces 7 planètes tournaient autour de la Terre d'un mouvement circulaire uniforme, parfait. En fait, ça a été après, au temps d'Aristote, il a écrit ça clairement, il y avait, au temps d'Aristote, enfin pour Aristote, un monde sublunaire et un monde supralunaire. C'est-à-dire que l'imperfection allait jusqu'à la Lune, et au-delà de la Lune, tout était parfait. Et je vous redis, parce que je le dis souvent, je trouve ça intéressant, que par rapport à nos jours, enfin notre façon de dire les jours de la semaine, ça vient de là. Hein, parce que vous partez de la Terre, et ensuite, le soleil est particulier. Vous verrez aussi que le soleil est particulier par rapport à la musique aussi, parce que je vais vous parler de musique maintenant. Mais donc à partir de la Terre, le soleil est en particulier, l'astre du jour, etc. Donc on commençait par la Lune, qui est le lundi. Ensuite, on sautait au-dessus du soleil, donc Mars le mardi, ensuite Mercure le mercredi, Jupiter le jeudi, Vénus le vendredi, Saturne le samedi, et on termine par le jour du soleil le dimanche. Donc voilà, ça c'est la vision du monde de l'époque. Et c'était aussi la vision du monde pour Platon et pour Aristote. Alors il faut dire quand même, et ça c'est ça qui est très, très intéressant, il me semble, dans l'évolution des connaissances, et qui est vrai pour l'astronomie, pour la vision de l'espace, et aussi en musique, vous verrez, c'est qu'il y a des imperfections. Des imperfections, il y en a et il y en avait. Enfin, il y en a, et les philosophes de l'époque, ils avaient les moyens de les voir, ces imperfections. Alors, une imperfection qui est très claire, c'est la planète Mars dans le ciel. Quand vous regardez la planète Mars d'un mois à l'autre, se déplacer par rapport aux constellations, eh bien, elle va dans un sens, et de temps en temps, elle a l'air de revenir en arrière pour repartir. C'est un défaut dans la théorie de l'époque. Ce n'était pas possible que Mars tourne autour de la Terre d'un mouvement circulaire uniforme. Il y a plusieurs réactions possibles. Une des réactions, c'est de se dire « Ah ben ça c'est intéressant, on va essayer de comprendre et de voir ce qu'on peut faire avec ça ». C'est ce que j'appelle la réaction scientifique contemporaine. Quand il y a un défaut dans une théorie, on est content parce qu'on cherche à comprendre et ça permet d'aller plus loin dans la compréhension du monde. Mais il y a l'autre réaction possible, c'est de gommer, de dire ça ne me plaît pas, pour moi, tout doit être parfait, donc si ce n'est pas parfait, j'y fais pas attention. Ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais c'est quand même ce que faisait Platon. Et ça, c'est très clair. J'ai des textes là de Platon à propos du monde et à propos de la musique aussi, parce que j'y reviendrai, tout n'est pas parfait non plus dans la musique. C'est ce qui nous gêne, on ne s'en occupe pas. Parce que ce qui nous gêne, c'est la nature, ce n'est pas un haut niveau. Ce qui est le haut niveau, ce qui est intéressant, c'est ce qui vient de l'esprit humain. Et ce qui vient de l'esprit humain, c'est la perfection, et aussi la perfection des nombres, la perfection mathématique, la théorie des nombres. Donc en fait, à cette époque-là, on connaissait justement des défauts, mais on n'en tenait pas compte, sauf quelques personnes. Parce que là, il y a toujours eu dans des paradigmes, c'est-à-dire des idées acceptées par tout le monde, il y a toujours eu quelques personnes pour dire « Oh là, mais c'est pas comme ça ». Et là, Aristarque de Samos. Aristarque de Samos est un autre philosophe de l'époque qui, lui, avait très vite compris que ce mouvement bizarre de la planète Mars par rapport à la Terre, ça s'expliquerait très bien si Mars et la Terre tournaient toutes les deux autour du Soleil. Parce que là, il n'y avait pas de problème, tout marchait très bien. Et ça, on le sait, il n'y a pas d'écrit d'Aristarque. S'il y en a, mais pas là-dessus. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, ça aurait peut-être été brûlé dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie. Mais il y a un texte d'Archimède
qui cite Aristarque. Donc, en disant, oui, Aristarque avec sa théorie de la Terre qui tournerait autour du Soleil, voilà. Donc, en fait, on est sûr, et c'était à cette époque-là. Sauf que les gens n'étaient pas préparés à accepter ça, c'était l'harmonie du monde, et donc ça a duré jusqu'à Copernic, hein, jusqu'au XVIe siècle. Donc voilà comment les choses se passaient. Alors maintenant, la musique. Parce que la musique était vraiment en parallèle chez les pythagoriciens. Les pythagoriciens, en même temps, ont étudié l'harmonie des notes de musique obtenues à partir des cordes vibrantes. Donc vous avez une corde qui vibre, et si vous la coupez en deux, donc il y avait une corde avec une extrémité fixe, une extrémité mobile, si vous la coupez en deux, hein, comme on fait encore avec les instruments à cordes, avec le violon par exemple, hein, quand on met la main, ça veut dire qu'on diminue la longueur de la corde. Donc si vous la coupez en deux, là c'est pas sur le dessin, si ça c'est ce qu'on appelle la vibration fondamentale, là j'ai mis un do, mais à l'époque on ne parlait pas de do, à l'époque des pythagoriciens, mais c'est pour mettre ça dans la notation moderne. Si vous avez donc une corde vibrante, là, si on la coupe en deux, on a ce qu'on appelle le do à l'octave. On a l'octave, c'est-à-dire qu'on a une note qui ressemble beaucoup à la note précédente, mais avec une fréquence plus aiguë, une fréquence double. Si au lieu de couper en deux, vous coupez en trois, je vais prendre ça en bas, là vous coupez en trois, vous prenez les deux tiers. Là, si on part d'un do, on a le sol, ce qu'on appelle la quinte. Et si vous divisez en quatre et vous en prenez les trois quarts, on a le fa, c'est-à-dire la quarte. Donc ces intervalles entre le fondamental, la quarte et la quinte, ça a été une découverte, une étude des pythagoriciens à l'époque. Ils ne sont pas allés plus loin. On n'a pas divisé la corde en 5. Diviser la corde en 5, c'est maintenant ce qu'on appelle la tierce. Dans ce système-là, c'est le mi. Mais les pythagoriciens ne l'ont pas fait. Alors pourquoi ils ne l'ont pas fait ? En fait, ce n'est pas mon domaine, que vous comprenez bien, de recherche, mais j'ai lu des choses là-dessus. Et apparemment, c'est parce qu'il y avait cette idée, toujours l'idée de la perfection du monde. Et donc, il y avait ce symbole qu'on appelle la tétractis, qui est donc un symbole, vous voyez, de 10 points. En fait, on a 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. C'est pour ça que 10 est un nombre bien caractéristique. Et donc, symboliquement, vous pouvez couper en 2, en 3, en 4, mais on s'arrête là. Parce que c'est un symbole, vous voyez ici, c'est comment on appelle ça, un hexagone, là. C'est une figure très stable, de stabilité. Donc, les pythagoriciens ne sont pas allés plus loin. Pas aller plus loin par rapport aux divisions des cordes. Mais à partir de ces deux intervalles, ou ces trois intervalles, on peut construire une gamme. Là, vous avez, entre le fa et le sol, vous avez ce qu'on appelle un ton. Et en partant de la vibration fondamentale, et on cherche une quinte, en partant du do, on a un sol. Ensuite, à partir du sol, si on cherche la quinte, on a un ré. Ensuite, en continuant comme ça, finalement, il vient une gamme. Et cette gamme, c'est la gamme de Pythagore, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Sauf que là encore, il y a les défauts. Et ça j'en reparlerai. Il y a les défauts, je vous en parle un petit peu, et j'en reparlerai tout à l'heure. Par exemple, la quarte ou la quinte, aucune des deux n'est un nombre entier de tons, et c'est même pas un nombre entier de demi-tons. Si on définit le ton comme la différence entre, c'est un rapport de fréquence entre la quarte et la quinte, si on divise par 2, eh bien, on ne peut pas en mettre un nombre entier entre le do et le fa. Donc, en fait, il y avait ce qu'ils appelaient des piliers dans la musique. Donc, les piliers, c'était le fondamental, la quarte, la quinte. Et les notes intermédiaires de la gamme, elles n'étaient pas très, très bien définies. Donc, comme elles n'étaient pas très, très bien définies, ils appelaient ça les notes mobiles. Alors, en construisant la musique comme ça, on arrivait à 7 notes de musique. Donc, on avait 7 notes de musique, on avait 7 planètes, on voulait l'harmonie parfaite du monde. Eh bien, c'était tout à fait, ça venait tout à fait à l'idée de les associer. Donc, en fait, il y avait l'idée que chaque planète, on associait une note de musique à chaque planète, et c'était ça,
la musique des sphères ou l'harmonie des sphères de l'Antiquité au temps de Pythagore, et tout ça dans un état d'esprit de plénitude, de perfection, et où on refusait le défaut. Il y a un écrit de Platon, qui explique que ce qui l'intéresse, c'est l'harmonie fondamentale des sphères, et que les musiciens qui, comment dit-il, je l'ai mis dans le livre, qui écorchent les cordes et les font tourner avec une cheville ou des choses comme ça, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est la perfection des harmonies. Donc voilà ce qu'était la musique des sphères dans l'Antiquité. Alors ça, c'est un petit schéma. Vous ne voyez pas grand-chose, mais je vais vous en montrer un, vous voyez mieux, qui vient d'un moine de la fin du Moyen-Âge, Francinus Gaforius. Il était contemporain de Copernic. Vous allez voir, un petit peu plus vieux que Copernic, mais contemporain. Et lui était encore complètement, donc vous voyez comme ça a perduré, cette harmonie des Grecs, complètement dans cette idée de sphère, de terre fixe au centre du monde. Et là, la terre est là. Et je vais vous montrer une autre image c'est la même. Celle-là, c'est la gravure d'origine. Et celle-là, elle a été un petit peu édulcorée, mais enfin là, on arrive mieux à lire. Donc, la Terre et les planètes, donc toujours pareil, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne et le firmament. Et là, on leur associait, alors ça, c'était ce qu'on appelait les modes musicaux au Moyen-Âge. Et bon, là, on a mis des notes pour fixer un peu les idées, mais on n'est pas tout à fait sûr, ça dépend des écrits, quelle note exactement était attribuée à quelle planète. Mais ce qui est sûr, c'est que l'ordre était préservé, puis aussi il y avait les muses. Voilà, donc ça, c'est la musique des sphères de l'Antiquité qui n'existe pas. Il a fallu du temps pour arriver à s'en sortir. Alors voilà, donc peu de temps après, vous voyez, Copernic est venu, enfin, comme je disais tout à l'heure, était contemporain avec Gaforius. Alors, il ne l'a pas inventé, hein, il l'a repris finalement à Aristarque de Samos, l'idée que la Terre tournait autour du Soleil. Donc voilà le modèle de Copernic qui vient je crois que ça vient de son ouvrage, avec le Soleil au centre, Mercure, Vénus, la Terre avec la Lune et les autres planètes. Alors remarquez que dans le modèle de Copernic du monde, c'était le Soleil au centre du monde, mais pour le reste, le monde était clos pareil. Le monde était clos pareil par la sphère des étoiles. Et le monde était encore avec une certaine perfection, mais une perfection avec le Soleil au centre. Et puis ensuite, il y a Galilée, Kepler. Alors Kepler qui lui a étudié plus en détail le mouvement des planètes autour du Soleil, qui a montré que le mouvement des planètes autour du Soleil était elliptique, c'était pas circulaire, mais il avait quand même cette idée encore de concert perpétuel et de retrouver la musique avec les planètes. Après est arrivé Newton, et l'époque de Newton, ça a été un petit peu un changement important, parce que Newton a pour la première fois exprimé la théorie de la gravité, c'est-à-dire que des corps massifs s'attirent. Donc on arrivait à une explication physique du mouvement des planètes autour du Soleil. C'est un effet de la gravité, alors qu'avant on ne savait pas pourquoi. Dans le modèle de Copernic, on savait que c'était comme ça, on ne savait pas pourquoi. Donc c'était l'œuvre de Dieu qui avait construit ça comme ça et qui était en même temps musicien, architecte et musicien, donc c'était normal d'avoir cette musique des sphères. Alors maintenant, comme vous savez, on en est loin de ça. Le Soleil n'est pas du tout le centre du monde, et ça, c'est une découverte du début du XXe siècle. Le Soleil n'est pas le centre du monde, le Soleil fait partie d'une galaxie, qui est notre galaxie, la Voie lactée. Ça, c'est une galaxie qui ressemble à la Voie lactée. Le Soleil est un petit peu, pas du tout au centre de la Voie lactée, mais il est un petit peu à l'extérieur. D'ailleurs, c'est intéressant d'aller voir les écrits du début du XXe siècle, parce qu'il y a eu des sacrés débats à ce sujet. Parce qu'un Américain qui s'appelait Shapley, mais Shapley S-H-A-P-L-E-Y,
qui a montré, alors je ne vais pas rentrer là pour l'instant dans les détails, mais qui a montré que le Soleil n'était pas le centre de la galaxie, eh bien il y a eu des débats presque aussi importants que les débats entre la Terre centre du monde ou le Soleil centre du monde. C'était vraiment grave pour beaucoup de gens que le Soleil ne soit pas au centre de la galaxie. Donc le Soleil est une étoile à la périphérie, il y a 200 milliards d'étoiles comme le Soleil dans la galaxie. Il y a plein d'autres galaxies dans l'univers. Ce que vous voyez ici, c'est une image prise avec le télescope spatial Hubble. C'est une image du ciel prise depuis l'espace pendant plusieurs mois de pause dans la même direction. Et donc, ce que vous voyez là, tout ce que vous voyez là, y compris toutes les petites taches là, vous voyez, tout ce que vous voyez là, eh bien, ce sont des galaxies. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers, et chaque petite galaxie comme ça, vous pouvez penser qu'elle a peut-être une centaine de milliards d'étoiles comme le Soleil. Donc en fait, le Soleil n'est pas le centre du monde. De toute façon, il n'y a pas de centre au monde. Tout l'espace, c'est pareil partout. Il n'y a pas de centre. Il est en plus en expansion. Ça évolue. Donc ça, c'est l'image contemporaine qu'on a de l'univers. Donc vous voyez, on est loin de la théorie de Copernic. J'insiste là-dessus parce que souvent, on pense que, bon, il y a eu la révolution copernicienne qui a vraiment été très importante, mais il y en a eu des révolutions depuis. Et on n'y pense pas trop. La Terre, par exemple, il ne faut pas imaginer que la Terre tourne autour du Soleil, décrit une ellipse et revient au même endroit au bout d'un an. Pas du tout. Parce que le Soleil dans la galaxie bouge. Donc la Terre, en fait, va toujours de l'avant, elle ne repasse jamais au même endroit. Donc c'est une sorte de déstabilisation par rapport à ce qu'on pouvait imaginer, par rapport à la perfection du monde. Là maintenant, on est complètement dans ce qui est imparfait, mais en même temps très exaltant. Parce que justement, ça bouge, ça avance, et on est dans ce système. En plus de ça, et ça, cette découverte-là date de 19 ans précisément, en plus de ça, eh bien, on sait maintenant qu'il y a des planètes autour des étoiles dans la galaxie et dans d'autres galaxies. Il y a des planètes, ce qu'on appelle les exoplanètes. La première a été découverte en 1995. Maintenant, on en connaît au moins 1000 et ça va très vite. On va en avoir bientôt plusieurs milliers. Et donc, non seulement dans ces galaxies, il y a des centaines de milliards d'étoiles, mais en plus, une grande partie de ces étoiles ont des planètes. Alors, je vais vous montrer un exemple d'un système planétaire qu'on connaît bien, que je l'ai moi-même étudié d'ailleurs, donc je le connais bien. C'est une étoile qui s'appelle Mu-Ara, qui est visible dans l'hémisphère sud, dans la constellation de l'Autel, A-U-T-E-L, ça c'est Ara en latin. Et ici, vous avez un dessin du système solaire, ça c'était le Soleil, c'est l'orbite de Mercure, de Vénus, de la Terre, de Mars et de Jupiter. Et vous avez par-dessus ça le système planétaire de Mu-Ara. Et bien, vous voyez, si ça, c'est l'étoile Mu-Ara, il y a une petite planète qui est tout contre. Ensuite, il y en a une ici qui est à une distance intermédiaire entre Vénus et la Terre. Celle-ci, elle n'est pas très loin de l'orbite de Mars. Et celle-ci, pas très loin de l'orbite de Jupiter. C'est un exemple pour que vous ayez bien en tête que, et ça, c'est quelque chose de vraiment récent ça, dans l'évolution des connaissances, c'est que le système solaire n'est pas unique. Et ça, c'est un sujet de recherche très actif en ce moment. Alors, si je reviens maintenant dans parce que j'ai fait toujours un parallèle entre l'astronomie et la musique, si je reviens à l'évolution par rapport à la musique, par rapport à Pythagore, eh bien, on est passé d'un domaine, je dirais qu'on est passé de la théorie des nombres, la perfection mathématique. On est passé dans le domaine physique. Le domaine physique, c'est-à-dire le domaine de l'étude de la nature. Et en fait, si vous prenez... Oups, c'est pas ça. Les boutons sont très proches l'un de l'autre. Je reviens à une corde avec une vibration fondamentale qui est un Do. Et bien maintenant, on est capable d'étudier ce qu'on appelle les harmoniques d'un son. C'est-à-dire que quand vous avez une corde qui vibre, eh bien, il n'y a pas que le son fondamental qui vibre, il y a toutes sortes de sons qui vibrent en même temps, et c'est ça qui donne le timbre d'un instrument, c'est qu'il y a toutes les harmoniques qui vont avec. Donc si vous avez une corde qui vibre avec la vibration fondamentale, en même temps, ça se superpose.
vous avez un son qui correspond à la première harmonique, qui est le Do, à l'octave, la deuxième harmonique, la troisième, la quatrième et plein d'autres. Et là, on a le Mi. Là, on a la tierce. Donc, en fait, on retrouve les théories de Pythagore, mais c'est pas... si vous voulez, c'est peut-être un peu subtil, mais au temps de Pythagore, il y avait l'idée que la corde faisait un seul son et on bougeait le taquet mobile pour avoir d'autres sons. Maintenant, on sait qu'il y a plein de sons qui sont ensemble et on est capable de les distinguer avec des appareils électroniques. Donc voilà, on retrouve les harmoniques d'une corde, mais là, on met aussi le doigt sur l'imperfection dont je vous parlais tout à l'heure. Et cette imperfection, c'est que, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, on construit la gamme en partant du son fondamental, ensuite, par exemple, je pars du Do, ensuite, avec la quinte, j'ai le Sol, ensuite le Ré, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Eh bien, je suis vraiment désolé avec ça. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? C'est ici, si je pars d'un Do, et je fais une quinte juste, c'est-à-dire obtenue avec une corde, là, j'obtiens le Sol, après le Ré, le La, le Mi, le Si. En fait, si vous faites de la musique, vous savez que c'est l'ordre des dièses ou des bémols dans la clé. Et après Fa dièse, Do dièse, Sol dièse, tout ça c'est obtenu avec des quintes justes, Ré dièse, La dièse, Mi dièse, et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a quelque chose qui est le Si dièse, qui est presque le Do, mais pas tout à fait. Et ce pas tout à fait, c'est vraiment important, c'est ce qu'on appelle la comma pythagoricienne. C'est-à-dire que l'idée qu'on peut construire des notes de la gamme avec des quintes justes et puis reboucler et que ça marche, ben non, ça ne marche pas. Il y a un petit défaut. Donc vous voyez, il y a aussi bien des petits défauts dans la musique qu'il y a des petits défauts dans la planète Mars, par exemple. Alors là, ce que font les musiciens, c'est de gommer ce petit défaut. Ça, c'est le clavier tempéré pour le piano ou le clavecin. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des quintes justes, eh bien, on les diminue un tout petit peu, de telle manière que ça se sente pas vraiment, pour arriver à retomber sur ses pieds. C'est ce qu'on appelle la gamme tempérée, avec des fréquences donc, qui sont un petit peu différentes. Donc, vous voyez, la perfection du monde n'existe pas. Alors pourquoi c'est important? Pourquoi j'insiste sur le fait que ces intervalles, ce sont des harmoniques d'une corde qui jouent tous ensemble et pas pas uniquement ce qu'on obtient en faisant bouger une extrémité? C'est que ça nous permet d'aller plus loin. Parce que là, on parle des harmoniques d'une corde, mais ensuite, on va pouvoir parler des harmoniques d'une membrane et des harmoniques d'une sphère. Et on va voir qu'on passe à d'autres dimensions. Et ça, ce que les pythagoriciens ne pouvaient pas faire. C'est d'ailleurs intéressant que la musique des sphères des pythagoriciens est sur la base de cordes. C'est la base de cordes. Ce sont des notes, les notes attribuées par les pythagoriciens aux sphères, c'était des notes obtenues avec les cordes vibrantes et non pas avec des sphères. Bon, ils ne pouvaient pas faire autrement, mais c'est quand même a posteriori, c'est quand même assez intéressant. Alors, je continue un petit peu avec la musique. Voilà ce que c'est que des timbales d'orchestre. Et si on joue des timbales d'orchestre et si on cherche les harmoniques, eh bien voilà à quoi ça ressemble les harmoniques d'une timbale. Alors je vais vous montrer ça tout de suite, plus avec une expérience. Vous prenez donc une timbale d'orchestre et vous mettez dessus de la poudre noire de façon uniforme. Et vous avez ici un petit marteau qui permet de jouer une fréquence. Alors cette fois-ci, quand c'est fait d'une manière électronique, ça peut être une fréquence pure. Et donc vous faites vibrer la membrane avec une fréquence pure et on peut ajuster la fréquence. Et donc vous avez des parties de la membrane qui vibrent et puis d'autres qui ne vibrent pas. Ce qui ne vibre pas, c'est ce qui correspond au point fixe de la corde vibrante. Mais là, ce n'est pas des points, c'est des courbes. Et donc, ce qui ne vibre pas, là où ça vibre, la poudre saute, et elle vient s'accumuler là où ça ne vibre pas. Donc, vous avez comme ça une figuration des harmoniques de cette timbale. Et voyez à quoi ça ressemble. Il y a deux sortes d'harmoniques pour une timbale, une membrane comme ça circulaire. Il y a des harmoniques circulaires, et puis il y a des harmoniques perpendiculaires au cercle, là, qui sont des diamètres. Et chacune de ces figures-là
correspond à une fréquence un petit peu différente. Et quand vous jouez des timbales d'une manière normale, c'est-à-dire pas avec un petit marteau qui ajuste vraiment la fréquence, eh bien vous avez un mélange dans le son, un mélange de toutes ces harmoniques. Et bien maintenant, on arrive aux sphères. Dans les sphères, vous avez, pareil, des possibilités de vibration. Quand vous avez des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur d'une sphère et qui vibrent en résonance, parce que c'est ça l'important, c'est des caisses de résonance, c'est-à-dire que ce n'est pas toutes les vibrations qui se mettent, c'est pas toutes les fréquences qui se mettent en vibration, c'est uniquement les fréquences qui résonnent, c'est-à-dire qui peuvent se propager d'une manière constructive. Eh bien, vous avez des figures qui sont ce qu'on appelle les harmoniques sphériques. Alors, les harmoniques sphériques, voilà quelques exemples. Décidément. Alors, voilà deux exemples ici. Ce qui est blanc, les cercles blancs, c'est ce qui ne vibre pas. Et les taches là, ce sont les parties qui vibrent. Donc, en fait, vous avez... ça fait comme ça. Hein, vous avez le gaz qui sort, qui rentre, qui sort, qui rentre. Ça, c'est les vibrations des étoiles et aussi des sphères, et donc des étoiles. Et à l'intérieur, là, c'est une image où vous voyez aussi ce qui se passe à l'intérieur. Vous avez aussi des vibrations dans la masse, à l'intérieur. Donc ça, ce sont les vraies vibrations sonores des sphères. Alors, pour que ce soit excité, pour pouvoir avoir des vibrations qui existent vraiment, il faut quelque chose qui les produit. Si vous avez un violon, il faut qu'il y ait l'archet qui frotte la corde pour la mettre en vibration, et ensuite la caisse de résonance qui amplifie. Donc, que se passe-t-il dans une étoile ? Là, je vais vous parler uniquement d'étoiles comme le Soleil. Je vais vous parler du Soleil lui-même et puis d'étoiles qui ressemblent au Soleil. Parce qu'il y a des étoiles qui vibrent différemment. Il y a beaucoup d'étoiles qui vibrent autres, des étoiles beaucoup plus grosses que le Soleil ou bien des géantes, etc. Je ne vais pas vous en parler parce que je ne peux pas parler de tout. Donc là, je vous parle simplement du Soleil et des étoiles qui ressemblent au Soleil. Eh bien, le Soleil et les étoiles qui lui ressemblent ont dans les régions extérieures, donc si ça c'est une image du Soleil, dans les régions extérieures, ce qu'on voit ici, là, c'est ce qu'on appelle une zone convective. Qu'est-ce que c'est qu'une zone convective ? C'est comme de l'eau qui bout, c'est-à-dire que vous avez des bulles, là c'est du gaz, c'est pas évidemment du liquide, vous avez des bulles de gaz qui viennent de la base, là, et qui montent à la surface et qui viennent éclater. C'est pas du tout le dessin qui est là, hein, c'est juste des petites bulles qui montent. Et puis au centre, vous avez la production d'énergie. Et donc cette zone de convection, là, eh bien, ça fait comme quand de l'eau bout dans une casserole, ça fait du bruit. Tout bêtement, ça fait du bruit. Et ce bruit, eh bien, il n'est pas n'importe comment, parce qu'il dépend de la dimension, hein, si c'est plus ou moins profond, cette zone. Donc, il y a certaines fréquences qui sont plus excitées que d'autres. Et puis, ça fait donc des ondes sonores qui se propagent dans toute la sphère. Alors, il y en a qui peuvent être amplifiées, et puis d'autres qui vont s'amortir. Et c'est de cette manière-là, c'est à cause de ça que la sphère est en permanence soumise à ces ondes sonores, en permanence en vibration. Donc, c'est le bruit des ondes convectives qui excite ces vibrations. Alors, juste pour vous montrer, parce que je trouve ça intéressant, à quoi ça ressemble un article scientifique. Et là, c'est un article scientifique de base. Donc, ce que vous voyez, c'est en anglais, évidemment. Ce que vous voyez, c'était publié dans une revue qu'on appelle l'Astrophysical Journal, qui est une des revues les plus importantes en astrophysique dans le monde. Donc, les champs de vitesse dans l'atmosphère solaire, signé par 3 Américains, c'était en 1961. Et là, ce que vous voyez, ça, c'est le résumé. Et ce que vous voyez ici, alors ces gens-là, ils étudiaient les mouvements à la surface du Soleil parce qu'ils voulaient étudier les mouvements convectifs, les protubérances, les éjections et tout ça. Et voilà qu'ils ont découvert quelque chose, c'est pour vous montrer comme on a des surprises. D'ailleurs, les surprises, ça c'est fondamental, les surprises, parce que la nature nous donne des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et c'est en étudiant ça qu'on peut avancer dans la recherche. Hein, c'est pas que j'en veux à Platon, il était important Platon, mais c'est pas en supposant à l'avance que tout vient de l'esprit humain qu'on va avancer.
Il faut être ouvert aux surprises que nous propose la nature. Et je crois que c'est aussi une preuve que la réalité existe indépendamment de nous, et pas seulement une projection de nous. C'est justement parce qu'on a des surprises, des choses auxquelles on ne s'attendait pas du tout. Et il faut y faire attention. Donc ça, c'était une surprise. Alors donc, ils observaient les mouvements des régions extérieures du Soleil, et voilà, ils trouvent les vitesses verticales, c'est-à-dire les vitesses qu'ils observent de la surface du Soleil. Les vitesses verticales montrent une corrélation dans le temps répétitive, frappante, avec une période de l'ordre de 300 secondes, c'est-à-dire 5 minutes. Et ce mouvement quasi sinusoïdal, on l'a suivi pendant plusieurs périodes, on le voit, parce qu'il le voyait en observant des raies spectrales d'éléments. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais c'est simplement pour vous montrer qu'en 1961, il y a eu une grosse surprise. Le Soleil présente des mouvements périodiques et on ne sait pas ce que c'est. Voilà. 10 ans plus tard, entre-temps, il y a des gens qui avaient travaillé dessus. 10 ans plus tard, il y a 2 articles qui sont sortis indépendants et qui ont dit, mais on a fait les calculs, on a montré, ces vibrations du Soleil, ce sont des ondes sonores. Le Soleil vibre comme une caisse de résonance. Donc voilà ce qui s'est passé dans ces années-là. Et donc, ça ressemble à ça. Mais ça marche ou pas? Alors là, du coup, ça marche plus. Attendez. Non, ça marche plus. Tout à l'heure, ça marchait. Ça, c'est la technique. Alors. Bon, écoutez, c'est pas grave. Voilà. C'était pas grand-chose, hein. C'est juste pour montrer à quoi ça ressemble, les vibrations du Soleil, amplifiées. Tout est amplifié, hein. Donc la vitesse est amplifiée et multipliée par 42 000. Et évidemment, ça ne se voit pas comme ça. Les vibrations du Soleil, on ne les voit pas du tout à l'œil nu. Il fallait un instrument vraiment particulier pour arriver à les détecter. Alors, on peut faire ce qu'on appelle un spectre acoustique. Donc, un spectre acoustique, c'est quelque chose que les musiciens, ceux qui étudient un peu la théorie de la musique, connaissent bien. C'est simplement qu'à partir d'un son qu'on entend, avec un instrument électronique, on peut le décomposer, ce son, dans toutes les harmoniques qui vibrent. Hein, ça peut être le son d'une corde, ça peut être n'importe quel son. Et donc, on fait une figure comme ça, qu'on appelle une transformée de Fourier, où on a la puissance, c'est-à-dire l'énergie qui vient dans chacune des harmonies, et ici, c'est la fréquence de chaque harmonie. Donc on peut faire ça pour des instruments de musique. Quand on entend, je vais vous le montrer, d'ailleurs, je vais vous montrer le son d'une flûte. On peut, comme ça, repérer le son le plus important et les harmoniques. Eh bien ça, c'est le spectre acoustique du Soleil. Alors, vous remarquez que ça a un petit peu une courbe en cloche, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence ou quelques fréquences ici qui sont les fréquences les plus importantes. Donc on peut dire qu'il y a, entre guillemets évidemment, une note principale, hein, qui est ici le maximum. Ici, les fréquences, c'est 3 millihertz. 3 millihertz, c'est 3 millièmes de hertz. Et vous savez que l'oreille humaine est capable d'entendre à partir de 30 hertz à peu près. C'est-à-dire 30 vibrations par seconde, entre 30 et 30 000 hertz à peu près, ou ça dépend des gens, ça peut être entre 20 et 20 000, mais 3 millièmes de hertz, c'est au moins 10 000 fois trop grave, au moins. Donc c'est pour ça qu'il faut le transposer beaucoup pour le mettre dans le domaine audible. Alors, bon, ça c'est juste pour revenir sur... décidément, j'ai vraiment bien des problèmes avec... Voilà. Sur l'intérieur du Soleil, donc ça c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais aller un peu vite. Les harmoniques, encore une fois, voilà plein d'harmoniques possibles. Alors dans le Soleil, quand on décompose, là je vous ai montré le spectre acoustique du Soleil avec, je sais pas, il y avait une dizaine d'harmoniques à peu près, ou peut-être 30, 40 harmoniques, mais en réalité, quand on étudie le Soleil en détail, évidemment le Soleil, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'étudier très précisément parce qu'on voit le disque du Soleil. Donc on peut étudier les détails de la surface du Soleil. Alors que pour les étoiles, on les voit comme des points, donc on ne peut étudier les étoiles que globalement. C'est-à-dire que, par exemple, des harmoniques... des harmoniques comme celle-ci ou que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec beaucoup de petites vibrations,
On peut le détecter pour le Soleil, mais jamais pour les étoiles, parce que ça se brouille. Pour les étoiles, on n'observera que des harmoniques comme celle-ci qui font vibrer globalement l'étoile. Donc dans le Soleil, quand on fait attention à toutes les harmoniques les plus fines, eh bien on en a plusieurs millions d'harmoniques. C'est pour ça qu'on connaît le Soleil si bien, parce que là on fait quelque chose sans entrer dans les détails scientifiques, mais on calcule en résolvant nos équations, hein, on calcule comment est l'intérieur d'une étoile ou comment est l'intérieur du Soleil, si on commence par le Soleil. On est capable de savoir à quelle vitesse le son se propage. La vitesse du son dans le Soleil, en moyenne, c'est 1000 fois plus que la vitesse du son sur la Terre, dans l'air. Mais ça change beaucoup parce que ça dépend de la température et le Soleil est beaucoup plus chaud au centre et à l'extérieur. Donc on peut calculer ça, on peut calculer tout ça en détail. On peut calculer quelles sont les harmoniques qui vont entrer en vibration suivant la structure à l'intérieur. Et on compare avec ce qu'on observe. On trouve des choses qui sont très proches, c'est assez satisfaisant, mais avec des différences. Donc on se dit s'il y a des différences, c'est qu'il y a quelque chose où on s'est trompé quelque part. Et donc on réajuste, on itère jusqu'à ce qu'on ait la meilleure représentation de ce qu'on observe. C'est comme ça qu'on connaît le Soleil à 3 pour 1000 près. Alors pour les étoiles, évidemment, c'est beaucoup moins précis, mais on peut quand même avoir des informations importantes. Alors les instruments, je vais vous parler un peu des instruments. Pour étudier le Soleil précisément et avoir ces informations, il faut pouvoir observer les vibrations du Soleil sur toute sa surface. Et quand on observe le Soleil, on voit que la face qui est tournée vers nous. Donc le Soleil, il tourne sur lui-même en 1 mois à peu près. Donc il faut pouvoir observer le Soleil en continu pendant 1 mois. Alors là, vous imaginez qu'on ne peut pas faire ça facilement d'un observatoire comme ça, parce que le Soleil, il se couche le soir et puis il se lève le matin. Donc ça fait des coupures de la nuit. Donc si on veut observer le Soleil pendant 1 mois d'affilée sans qu'il y ait de coupure, il y a 3 solutions. La première solution, c'est d'aller au pôle. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 1970-1980. Les premières équipes qui ont travaillé en détail sur ces vibrations du Soleil sont allées en Antarctique. Et là, on peut observer le Soleil pendant 4 mois d'affilée. Et là, c'était des collègues de l'Observatoire de Nice. C'était des Français avec un Américain, mais c'était une équipe niçoise. Donc, aller au pôle. La deuxième solution, c'est d'aller dans l'espace. Et donc, il y a eu le satellite SO, en particulier, qui a été lancé, ça fait longtemps, en 1995, et qui a apporté énormément d'informations. Il est placé, il y est toujours, entre le Soleil et la Terre en permanence. Ce qu'on appelle le point de Lagrange, qui est à égal effet gravitationnel du Soleil et de la Terre. Donc SOHO avait 12 instruments, enfin a toujours 12 instruments à bord, dont 3 pour étudier les vibrations du Soleil. Et la troisième possibilité, c'est les réseaux. Et les réseaux, ça c'est très sympathique. C'est que tout autour de la Terre, vous avez des observatoires qui ont le même instrument, qui font le même type d'observation. Pas tout à fait en même temps, mais en continuité. C'est-à-dire que quand le Soleil se couche sur un des observatoires, mais il y en a déjà un autre qui a pris le relais de telle manière que le Soleil est encore dans le ciel. Et comme ça, en permanence, vous avez les gens tout autour du globe qui étudient le Soleil, et ça marche très bien. Donc, voilà, ça c'est un exemple de réseau qui s'appelle GONG. GONG, Global Oscillation Network Group. Il y a 6 instruments. Alors, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Ils sont dans une boîte comme ça. Mais c'est quand même des instruments très, très sophistiqués, même s'ils sont dans des Algeco. Et donc, voilà, il y en a un en Australie, il y en a un à Hawaï, il y en a un aux États-Unis, au Chili, aux îles Canaries et en Inde. Et donc, ils travaillent en permanence, mais ils travaillent aussi, il n'y a pas que les gens de ces pays qui travaillent dessus. C'est vraiment une collaboration internationale, on est tous dedans. Et donc, il y a les données qui viennent en permanence et qui permettent d'étudier le Soleil. Alors, pour les étoiles, c'est beaucoup plus difficile, comme je vous ai dit. Alors qu'on a des millions d'harmoniques pour le Soleil, pour les étoiles, on n'en a pas plus que 30, 40, mais, parce qu'on a seulement les harmoniques qui font vibrer en permanence. Mais on a des instruments, je vous montre simplement rapidement, à l'Observatoire de Haute-Provence, à Forcalquier, en France. Et alors, une chose intéressante, je n'ai pas le temps, sauf si vous avez des questions tout à l'heure, d'insister là-dessus, mais ce sont les mêmes instruments
aussi bien au sol et dans l'espace. Ce sont les mêmes instruments qui permettent d'observer les vibrations sonores des étoiles et de détecter des exoplanètes. Ce sont les mêmes instruments, ce ne sont pas les mêmes échelles de temps. Les oscillations stellaires, ça va très vite. Détecter les exoplanètes, c'est à plus long terme, mais ce sont les mêmes instruments. Donc voilà, l'Observatoire de Haute-Provence, au Chili, donc l'instrument qui s'appelle HARPS. Donc ça, c'est l'Observatoire de la Silla où ça se trouve. Ça, c'est le spectromètre, l'instrument, la coupole ici, et le télescope. Et puis dans l'espace, donc 2 satellites. Il y a eu une conférence ici déjà sur le satellite Corot, qui a été lancé en décembre 2006 et qui a fini son travail maintenant. Donc il ne fonctionne plus, mais pendant tout le temps où il a fonctionné, il a apporté beaucoup d'informations, à la fois pour détecter des exoplanètes et puis pour les vibrations des étoiles. Et puis un autre satellite, Kepler, qui lui est un satellite américain. Corot était français, européen, français d'origine, européen et brésilien. Kepler américain, qui lui a été lancé en 2009. Alors Kepler, il est tombé en panne aussi, mais ils sont en train de le relancer sur une autre position. Enfin, voilà, donc il va peut-être repartir. Donc voilà les instruments. Et donc tout à l'heure, je vous ai montré cette étoile Muara qui avait un système planétaire avec 4 planètes. Eh bien, voilà le spectre acoustique de l'étoile Muara. Vous voyez que ça ressemble au Soleil, sauf que la fréquence maximum, c'est 2 millihertz. Pour le Soleil, c'était 3. Alors pourquoi ? C'est parce que Muara est plus grosse que le Soleil, et chaque étoile a sa signature propre, avec une note principale propre. Donc, j'en ai une autre là, une étoile qui c'est Beta Aquilis. Il y en a parmi vous qui regardent le ciel de temps en temps, c'est la constellation de l'Aigle. Il y a une étoile qui s'appelle Altaïr et qui est entourée de 2 autres étoiles, et c'est une des 2. Eh bien, voilà le spectre audio de Beta Aquilis. Et là, vous voyez, on est à 0,4. Donc, c'est plus grave. C'est plus grave que les 2 autres. Alors, je vous avais promis des spectres acoustiques de flûte pour comparer. Donc ça, c'est le spectre acoustique d'une flûte traversière qui joue un Fa, mais la différence entre les deux, c'est la position des lèvres, le souffle du musicien, qui n'excite pas tout à fait les mêmes harmoniques de la même manière, hein, même si ça joue un Fa, hein, dans les deux fois. Alors si vous voyez les harmoniques qui sont excitées, vous voyez que ce sont les mêmes. En fait, c'est normal, parce que les harmoniques possibles, ce sont les modes propres de vibration de la flûte. Ça dépend de l'instrument. Et c'est le même instrument. Donc c'est normal que ce soit les mêmes aux mêmes endroits. Sauf que ce n'est pas la même énergie. Vous voyez qu'ici, il y a de l'énergie qui est venue dans ces harmoniques-là, alors qu'ici, il n'y a pas d'énergie dans ces harmoniques-là. Eh bien, c'est 2 fois le son Fa, mais il n'y a pas la même couleur du son. Donc voilà, ça vous montre comment ça se passe pour les instruments de musique, et pour les étoiles, c'est pareil. Oh, ça, c'est simplement pour... oui, on peut avoir une petite discussion tout à l'heure, si vous voulez, sur ce qu'est le son. Parce que des fois, quand je dis aux gens le son des étoiles, ils me disent, c'est pas du son. Alors, ça dépend comment on définit le son. C'est comme une fois, j'ai eu une histoire avec des gens, quand je parlais de l'histoire de l'univers, on me dit, c'est pas l'histoire. L'histoire, ça a commencé il y a quelques milliers d'années. Avant, c'était la préhistoire. Bon, il faut savoir si on se rapporte tout à l'être humain, ou bien si le mot histoire signifie quelque chose qui évolue dans le temps avec des dates. Bon, moi, je pense que, d'ailleurs, j'ai cherché dans le dictionnaire, et ça, c'était aussi une vraie définition de l'histoire. Donc voilà. Le son, c'est pareil. On a l'habitude de parler de son, d'infrason, d'ultrasons. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est le champ auditif humain. Et je vous disais tout à l'heure 30, 20 Hz, 20 000 Hz, ça dépend de l'intensité aussi. Donc en dessous ça, on appelle ça les infrasons. Au-dessus, les ultrasons. Ça, c'est par rapport à nous. Mais en fait, tout ça, c'est pareil. C'est toujours des ondes sonores, le même type d'ondes. C'est simplement qu'il y en a qu'on peut entendre et d'autres qu'on ne peut pas entendre. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi... c'est intéressant par rapport à nous, mais la définition, moi je préfère une définition un petit peu plus vaste. Et donc pour moi, j'appelle ça du son, même pour les étoiles. Voilà. Donc je vais passer là. Alors voilà. Alors maintenant, je vais passer à la partie artistique, là, pour terminer, si j'ai encore un petit peu de temps.
Je vais vous faire écouter d'abord le son de quelques étoiles transposées de 18 octaves. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Et puis ensuite, un petit bout de cette création musicale du musicien Claude Samuel Lévin à partir des 12 étoiles que je lui ai données. Alors, cette création musicale, il utilise les étoiles comme des instruments, mais maintenant il a fait une musique, mais là je ne l'ai pas parce que c'est tout récent, avec uniquement les étoiles. Mais dans ce que je vais vous montrer, c'est les étoiles intégrées à un orchestre, entre guillemets, parce que c'est tout électronique, c'est-à-dire qu'il y a des instruments qui sont reconstitués, mais les fréquences réelles des étoiles sont utilisées. Donc il faut un petit moment parce qu'il y avait un petit problème avec le son. Donc je vous demande un tout petit peu de patience de quelques secondes. J'espère que ça va marcher. Oh, si ça ne marche pas, j'appelle le technicien, mais non, ça va marcher. Bon, faut que je mette le son. Attendez, j'ai pas mis le son à mon... Si je mets pas le son ici, ça peut pas marcher. Voilà, je l'ai. Voilà, donc on va écouter un petit peu et puis je vais passer parce que pour pas que ça dure trop longtemps. Ce qu'on appelle fréquence maximale, c'est la fréquence du maximum de la courbe, c'était la fréquence la plus... Alors, je vais passer tout de suite puisque ça marche. Eh ben, voilà. Je ne sais pas si je peux tout de suite passer à une autre. Voilà, j'avance un peu parce que sinon ce serait trop long. Alors, je vous voyais dérouler Alors, en fait, ça saute un petit peu, et ça, c'est un problème technique. On a vu ça tout à l'heure, malheureusement. Alors voilà, une étoile 94 Ceti. Donc, c'est une note principale qui n'est pas tout à fait la note du piano, et bon, ça représente les fréquences. Mais je vous laisse simplement écouter un petit peu. Et ça, c'est toutes les fréquences observées. Alors ça, c'est l'étoile Muara. Vous commencez à la connaître, là. Alors, vous voyez que ça fait des notes différentes. Alpha Centauria, c'est l'étoile, enfin une des deux étoiles les plus proches de nous dans l'hémisphère sud. Je vais jusqu'au Soleil et puis après je vais passer à l'autre. Donc tout ça, c'est transposé du même nombre d'octaves. Il y a un petit problème de saut de... Voilà, ça c'est le Soleil. Alors le Soleil, quand on transpose de 18 octaves, ça fait une note qui est très proche du Sol dièse. C'est assez amusant, le Soleil résonne en Sol dièse. Pas tout à fait, mais presque. Évidemment, pour le Soleil, il y a beaucoup plus de fréquences parce qu'on a plus d'observations.
Voilà, donc je vais vous faire écouter maintenant le début de l'œuvre musicale, dans lequel il y a à la fois des instruments d'orchestre et des sons d'étoiles. Ah, si ça saute, c'est ennuyeux. Ça, c'est le problème technique du son. Si on a du mal à l'écouter, eh ben, faudra aller sur le site internet où ça se trouve. C'est un problème de transmission, on a vu tout à l'heure, entre l'ordinateur et le son. Alors là, c'est l'ordinateur synthétiseur. Chaque ligne correspond à un instrument synthétisé. Et les parties colorées, là, c'est quand ça joue ou pas. Ouais. Alors, il y a des parties synthétisées et puis il y a deux instruments qui sont les ondes Martenot. Ça, c'est les ondes Martenot. Et puis un autre instrument qui s'appelle le thérémine que vous allez voir. Et puis on va pas écouter très longtemps parce que si ça saute, c'est quand même pas génial. Mais ça vous donne une idée. Et je vous donnerai le site internet où vous pouvez aller. Je vais juste aller jusqu'au passage des thérémines pour vous montrer ce que c'est et puis on va arrêter parce que c'est dommage que ça saute comme ça. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que ces instruments qui arrivent là. C'est les seuls, vous allez voir, seul instrument au monde dont on joue sans rien toucher. On joue avec les mains dans l'air. Et c'était très, très bien d'utiliser ça pour la musique des étoiles. Voilà, j'ai appris à jouer ça aussi. C'est un instrument, vous voyez, avec deux antennes. Et en fait, l'antenne verticale émet une onde électromagnétique. Et avec les mains, on fait une réverbération de l'onde et ça le transpose dans le domaine audible avec l'aide d'une sono. Et l'antenne de gauche, ça module la puissance sonore. Voyez. Je crois que je ne vais pas continuer parce que c'est dommage que ça saute comme ça. Mais ça vous donne une idée et puis vous pourrez l'écouter vous-même.
Vous avez ici le site internet où vous pouvez aller directement écouter la musique. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, oui. Ressemblait beaucoup au son des films de science-fiction. Oui, c'est vrai. Et je me suis dit, c'est donc inspiré sûrement des sons des étoiles ou voilà, je veux dire. Disons que le son des étoiles n'est pas tout à fait une vraie note de musique. C'est ça qui fait un petit peu la différence. Mais sinon, bon, il y a aussi le compositeur qui a composé avec ses idées de l'espace, avec tous ces sons. Et puis l'oreille ajuste aussi. Quand on a des sons qui ne sont pas tout à fait les sons d'une note, bon, ça ajuste, mais ça donne une couleur un petit peu différente. D'accord. Mais vous ne savez pas si ça a été les films de science-fiction, si ils ont. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça n'a jamais existé. Alors ça. Donc, c'est le hasard. Ça. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Non. Ça, non, mais voilà, ce que je vous montre là, qui malheureusement, bon, au point de vue technique, ça marchait pas génial. Ok. Ce que je vous montre là est tout à fait nouveau. Ok. Il n'y a jamais rien eu de fait de ce genre. D'accord, merci. Monsieur, oui. Oui, bien sûr. Attendez. Disons que les vibrations du Soleil sont des vibrations globales. Sauf que dans les harmoniques, il y en a qui pénètrent plus ou moins profondément. Et les harmoniques les plus globales sont celles qui pénètrent le plus profondément. Donc parmi les harmoniques qu'on observe du Soleil, il y en a qui passent dans le cœur solaire. Sauf qu'il y en a moins que dans les régions superficielles. Donc quand je vous disais qu'on connaît l'intérieur du Soleil à 1 pour 1000 près, en fait, le cœur du Soleil, on le connaît peut-être à 1% près plutôt qu'à 1 pour 1000. Mais on a des informations très précises sur le cœur du Soleil, là où il y a l'énergie nucléaire. Tout à fait. Oui. Ça, c'est une très bonne question. Il semble que oui, un petit peu, mais très très peu. Voilà. Mais c'est encore marginal. Vous voyez, je ne peux pas vous dire oui, c'est sûr. Mais il semble qu'il y ait une petite variation avec l'activité solaire. Oui. Fractalisation des harmoniques, de quelle manière ? Non, mais je comprends ce que c'est que... Mais comment vous appliqueriez les fractales à ce genre de choses ? Vous voulez dire les harmoniques pour une seule étoile ou bien un ensemble ? Oui. Ah, c'est pas pareil si on prend les harmoniques de plusieurs étoiles ou bien si on prend les harmoniques d'une même étoile ? Écoutez, je ne pense pas que ça puisse s'adapter. Voilà, mais je ne pense pas parce que, disons que ces harmoniques, elles sont gérées par la sphère et ce n'est pas une structure fractale. Pardon ? Bon, faut y réfléchir. Oui, d'accord. Oui, c'est moi. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'on n'aurait pas des murs du son à l'intérieur des étoiles, donc des murs du son stellaire ? Enfin, est-ce qu'il pourrait y avoir de la matière qui irait plus vite que le son ? Oui, mais pas dans ces fréquences-là, pas dans ces ondes-là. Mais il y a des mouvements, pas à l'intérieur d'étoiles calmes comme ça. Quand elles explosent à la fin de leur existence, oui.
Et puis dans la matière interstellaire aussi, oui. Il y a des situations où on va plus vite que le son. Où il y a des mouvements qui vont plus vite que la vitesse du son. Mais pas là, il s'agit d'étoiles comme le Soleil qui sont vraiment stables, calmes. Et là ça va pas, il n'y a pas de supra-sonore. Mais c'est une bonne question. Oui. Bonsoir. Mais est-ce que vous avez parlé de la musique des étoiles? On découvre de plus en plus d'exoplanètes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ce phénomène de musique commence à être étudié sur les exoplanètes et est-ce que ça existe? Alors c'est une très bonne question, mais avant d'étudier les exoplanètes, il faut déjà vous dire que les exoplanètes, on ne les voit pas. Hein, ça, c'est pas le sujet de mon exposé ce soir, donc j'en ai pas parlé. On les détecte grâce à l'influence qu'elles ont sur l'étoile. Donc on n'est pas prêt d'étudier des vibrations d'exoplanètes, mais en revanche, les planètes du système solaire. Eh bien, les planètes du système solaire, pour l'instant, on n'a pas détecté de vibrations des planètes du système solaire. Quand je parle de vibrations, je ne parle pas d'ondes sismiques comme sur la Terre. Je veux dire des vibrations globales, permanentes, stables. Et peut-être, mais ça demande confirmation, tout le monde n'est pas d'accord, mais peut-être ça a commencé à être détecté pour la planète Jupiter. Donc on n'en est pas encore pour les exoplanètes. Mais votre question, c'est une très bonne question parce que dans l'Antiquité, cette musique des sphères de Pythagore, c'était des notes attribuées aux planètes. Eh bien non. Pour nous, on n'a pas de planètes vibrantes, ce sont les étoiles qui vibrent. En fait, c'est parce que, vous savez, pour que ça vibre, il faut qu'il y ait de l'énergie. N'importe quoi peut vibrer, à condition de le mettre en vibration. Et donc dans le Soleil, vous avez cette zone convective qui met en vibration. Et dans les planètes, il n'y a pas trop d'énergie qui permettent de mettre en vibration. Alors, bien sûr, dans la Terre, encore une fois, il y a les tremblements de terre, mais les tremblements de terre, ce sont des phénomènes ponctuels. Donc, vous avez ces ondes qui sont très utiles pour comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre, puis ensuite, elles s'arrêtent. Tandis que dans le Soleil, c'est en permanence, sans arrêt. Et ces ondes, elles s'amortissent aussi dans le Soleil, mais il y a la zone convective en permanence qui en crée toujours de nouvelles, donc finalement, ça vibre en permanence. Et c'est ça qu'on ne trouve pas dans les planètes, sauf peut-être, encore une fois, Jupiter, mais on n'est pas sûr, c'est tout à fait marginal. Bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question c'est sur la méthode en fait utilisée pour pour analyser ces données, ces fluctuations de lumière. Donc, c'est quoi cette méthode? Ah, eh bien, merci de poser la question. Eh bien, c'est de l'effet Doppler. C'est-à-dire que quand vous savez, je ne sais pas si vous connaissez l'effet Doppler, mais je peux le dire simplement que si un objet émet une onde, que ce soit une onde sonore ou une onde lumineuse, ce que je dis, c'est schématique. Si un objet émet une onde et si cet objet se rapproche de vous, eh bien, vous, ce que vous recevrez, c'est une longueur d'onde un petit peu raccourcie, alors que si l'objet s'éloigne, vous recevez une longueur d'onde un peu plus dilatée par rapport à l'onde d'origine. Donc, si c'est du son, ça fait un son plus grave ou plus aigu. Si c'est la lumière, une lumière qui est dans le domaine visible, par exemple une lumière jaune, elle va devenir plus rouge si l'objet s'éloigne, plus bleu si l'objet se rapproche. Donc, on observe les étoiles. On observe dans les étoiles ce qu'on appelle des raies spectrales, c'est-à-dire c'est des raies sombres qui sont à des longueurs d'onde très précises, qui correspondent aux éléments chimiques qui se trouvent dans l'étoile, peu importe. Donc on a des raies, des signaux à des longueurs d'onde très précises. Et si la surface de l'étoile fait ça, eh bien les raies, elles font ça. C'est-à-dire que si elles sont à une longueur d'onde très précise, elles oscillent autour de la longueur d'onde de base. Donc c'est ça la méthode, qui est a priori très simple dans l'idée, très compliquée à mettre en œuvre parce que ce sont des phénomènes extrêmement petits, très 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 petits. Les amplitudes sont très faibles. L'amplitude dans le Soleil, c'est de l'ordre, je ne me rappelle même plus exactement, mais du mètre. Enfin, le Soleil qui fait 700 000 km de rayon, les vitesses, c'est de l'ordre du mètre par seconde et c'est des amplitudes très très faibles. Donc il faut des instruments extrêmement précis pour observer ça. Précis, ça veut dire, par exemple, les instruments que je vous ai montrés, ceux qui s'appellent SOFI en Haute-Provence ou bien ARPS au Chili.
eh bien, ils sont, ils sont dans des boîtes. HARPS, c'est intéressant, c'est un peu comme des poupées russes. Donc, c'est un instrument qui reçoit la lumière qui vient du télescope et qui l'analyse. Mais l'instrument, il est dans une boîte, isotherme et tout. Laquelle boîte isotherme est dans une autre boîte isotherme, mais encore dans une autre, parce qu'il faut que ce soit extrêmement stable au niveau température, puis aussi au niveau mécanique. Donc, cette méthode-là, là, ça m'emmène un peu loin, je vais pas. Mais cette méthode-là, c'est une méthode qui est utilisée depuis le sol. Quand on envoie des satellites dans l'espace, on a une méthode un peu différente. C'est-à-dire que là, on étudie les variations de lumière, les variations globales de lumière, si on est dans l'espace. Parce que dans l'espace, on ne peut pas utiliser cette méthode-là précise, parce que c'est pas assez stable. Un satellite, ça bouge. Mais un satellite, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut observer la même étoile pendant très longtemps. Par exemple, il y a une étoile qu'on a observée avec un satellite pendant 4 mois d'affilée. Tandis que quand on est au sol, sauf quand on a des réseaux, là aussi on a des réseaux pour l'observation des étoiles, mais sinon quand on est au sol, on n'observe une étoile que pendant quelques nuits. Voilà. Bon. Mais ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que ce sont des méthodes qui demandent une technologie poussée. C'est pour ça qu'on le fait que depuis 10-15 ans. Bien. Oui ? Juste une question là. Est-ce qu'il y a un lien direct entre la taille, la masse de l'étoile et le son? Oui. Est-ce En qu'on fait, peut disons les classer? Oui. Disons que c'est plus simple de parler en termes de dimension, mais ça revient au même parce que les étoiles plus grosses. Je parle des étoiles qui ressemblent au Soleil, encore une fois, parce qu'il y a d'autres. Dans le cours de l'évolution des étoiles, les choses peuvent un peu changer. Mais les étoiles les plus grosses résonnent les plus graves. Et les étoiles les plus grosses, c'est aussi les étoiles les plus massives. Donc les grosses, lourdes étoiles ont un son beaucoup plus grave que les petites étoiles légères. Voilà. Et en fait, les 12 étoiles qu'on a choisies parce qu'elles s'étalaient bien en fréquence pour permettre une création musicale, ce sont des étoiles qui ont des dimensions variables, voilà, les plus graves étant les plus grosses. Voilà. Mais c'est vrai qu'à partir... c'est même... on fait des études très poussées, mais rien qu'en détectant les harmoniques, on peut déjà avoir une idée. Déjà en détectant le son principal, on a une idée de la taille de l'étoile. Et puis, en détectant les harmoniques, très rapidement, on a une idée de sa densité, de certaines choses. Et quand on va plus loin, qu'on pousse plus loin, on peut avoir de plus en plus d'informations. Et comme ce sont les mêmes instruments qui permettent de détecter des exoplanètes et puis les oscillations des étoiles, eh bien, on essaye de faire les deux quand on peut, c'est-à-dire on essaye d'avoir comme pour l'étoile Miura, là, on essaye d'avoir les harmoniques sonores des étoiles qui sont au centre du système planétaire. Parce que comme ça, on a des informations beaucoup plus précises sur leur masse, leur rayon et tout. Et les informations qu'on a sur les planètes, comme en fait les planètes, on ne les voit pas directement, mais on les voit par l'influence qu'elles ont sur l'étoile. Alors là aussi, je pourrais parler des méthodes, mais je ne sais pas si on a trop le temps. Il faut bien connaître l'étoile pour arriver à bien caractériser les planètes. Et comme on est très intéressé là maintenant à essayer de détecter des planètes solides qui soient dans une zone habitable pour savoir s'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Voilà. Donc tout ça c'est relié. Je crois que... Vous avez étudié des étoiles naines ? Oui, enfin, pas moi, mais disons qu'on étudie les oscillations d'étoiles aussi. Pas des naines brunes, je crois pas. Mais des étoiles plus petites que le Soleil, oui. Et puis aussi des étoiles beaucoup plus grosses et aussi des géantes rouges. Alors ça, je n'ai pas parlé du tout de ça. Mais c'est le grand sujet de recherche actuellement, que les géantes rouges ont des vibrations sonores, et ça aussi c'était inattendu. Et donc c'est très intéressant d'étudier les géantes rouges, parce que c'est l'étape d'évolution de l'étoile après
enfin quand le Soleil va évoluer, il va devenir une géante rouge. Et on connaissait ces étoiles-là, mais pas très 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 bien. Et l'étude de leurs oscillations, ça permet de savoir plein de choses. Aussi la rotation. La rotation, parce que le Soleil, par exemple, il tourne à l'extérieur de façon différentielle. C'est-à-dire que l'équateur tourne plus vite que les régions de haute latitude dans le Soleil. Eh bien, avec l'étude des vibrations solaires, on a pu montrer qu'à l'intérieur, c'est pas comme ça. C'est-à-dire à l'intérieur, il tourne comme une boule de billard. Il tourne comme un corps solide. Et donc, il y a une espèce de zone juste en bas de la zone convective, une espèce de zone de transition où ça passe d'une rotation corps solide à une rotation différentielle. Ça fait du cisaillement, des vitesses comme ça, il se passe des choses, et c'est peut-être à l'origine du champ magnétique, de l'activité solaire, etc. Donc, voilà, on trouve plein de choses. Et pour les étoiles géantes, d'avoir accès à la rotation interne, c'est important de savoir comment évolue la manière dont une étoile tourne, comment ça évolue quand l'étoile elle-même évolue. Vous voyez, il y a tout un champ de recherche qui est ouvert là, qui est important. Eh bien, on a peut-être une dernière question, alors, peut-être. Ah oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. Surtout Gaïa. Surtout Gaïa, parce que Gaïa va... en fait, ça va complètement changer les données sur les étoiles, parce qu'on va, et pas seulement sur les étoiles d'ailleurs, mesurer plein de choses. Les distances, les mouvements, plein de choses qui vont beaucoup aider. Oui, 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 ça, ah oui, 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 tout à fait. C'est très important, très, très important. Ça, on attend beaucoup de Gaïa surtout. Ouais. Eh bien, on va peut-être arrêter. Merci.